Peut-être commencer par vous, Madame Urny. Vous êtes directrice emploi compétences à la CCI Hauts-de-France et vous allez nous parler du verdissement des formations et du coup aussi du verdissement des OF, puisque ce sont des entreprises à part entière. Il y a un enjeu important en termes de verdissement des entreprises et de toute la dynamique REV 3. Et vous accompagnez effectivement les entreprises et les organismes de formation aussi à prendre ce virage. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci Allez-y. beaucoup. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, quand on parle de REV 3, c'est une vraie fierté pour l'ensemble des personnes des Hauts-de-France. Transition écologique, je rappelle juste pour faire un petit retour en arrière, le dernier rapport du GIEC est sans appel sur la responsabilité de l'homme et de l'industrie. Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est, on va dire, notre politique REV 3, c'est devenu complètement un incontournable. Du coup, ça a des impacts assez, j'allais dire, directs sur nos entreprises, sur nos organisations, sur nos stratégies. Et de fait, tous les individus, comme dit quelqu'un, un petit monsieur qui est bien connu en France, le tout un chacun, mais c'est vrai que tout le monde doit être formé, sensibilisé et embarqué dans cette démarche-là. Pour illustrer ça, et sur les organismes de formation, il y a des indicateurs qui sont plutôt sympas. Je vous donne juste 4 chiffres pour illustrer rapidement. 91. 91%, c'est le nombre de salariés qui estiment et qui disent que la transition environnementale, la transition écologique, ça doit être la priorité des entreprises. 68%, c'est le nombre de dirigeants d'entreprise qui disent oui, ça peut véritablement générer de la valeur pour nous. Et 2 chiffres qui me semblent extrêmement importants pour nous, organismes de formation, c'est 68% des salariés veulent être formés au sein de leur entreprise aux enjeux environnementaux. Donc, organisme de formation, je ne fais le lien, vous allez le faire tout seul. Et au niveau des entreprises, 66% des entreprises à date n'offrent pas de formation aux enjeux environnementaux au sein de leur entreprise. Ça veut dire que là, véritablement, on a un boulevard devant nous sur cette thématique de la transition. Après, c'est vrai que le sujet est très, très, très vaste, puisque selon les métiers, les impacts sont différents. Pour nous, me semble-t-il, on a, on va dire, 2 grandes priorités. La première priorité, c'est ce que vous disiez, c'est verdir les formations, mais verdir également les structures, les organismes de formation. Et le deuxième point, c'est si on veut verdir tout ça, il y a un capital qui est important, c'est le capital humain. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité, nous, dirigeants, d'embarquer l'ensemble de nos collaborateurs. Si je reviens sur le verdissement, et ça revient aussi à un point que vous avez dit tout à l'heure, un organisme de formation, c'est une entreprise. Donc ça veut dire que ça a exactement les mêmes règles qu'une entreprise de métallurgie, de restauration ou autre. Ça veut dire que de fait, on est soumis aux mêmes contraintes. Là, je parle de contraintes réglementaires, et vous les connaissez. On a une jolie loi qui s'appelle le décret tertiaire qui nous impacte et qui nous embarque quand même sur des choses extrêmement, extrêmement précises. De l'autre côté, dans nos organismes de formation, on se doit aussi automatiquement de faire attention à l'énergie, de faire attention à l'eau, d'avoir cette notion-là au quotidien. Et on le voit bien, on a des formations, on parlait tout à l'heure de la restauration. La restauration, en termes énergétiques, entre les fours, entre les frigos, c'est largement mangeur d'électricité. Donc de fait, on se doit de réfléchir à comment je fais pour. On parlait tout à l'heure de la visibilité de l'offre. Il est clair qu'une chose, compte tenu des attentes des apprenants, mais également des clients, et des clients qui soient privés ou publics et de nos donneurs d'ordre, il est évident que de plus en plus, on le voit dans les appels d'offres, ce côté verdissement, ce côté respect des règles de l'environnement, il doit être complètement intégré dans notre cahier des charges. Et ça, c'est nouveau, et ça en fera une vraie valeur concurrentielle, c'est-à-dire qu'un apprenant, c'est un client, il va choisir, et quand il va à un organisme de formation, il va regarder aussi bien le contenu des formations que de regarder l'environnement et la structure. Et effectivement, on le voit bien d'ores et déjà, et dès aujourd'hui, c'est que les apprenants vont regarder principalement l'entreprise, un terme pas très beau, mais qui respire le plus et la transition, qui respecte plus les règles environnementales, etc., etc. Et là, pour le coup, on a, nous, véritablement un très gros enjeu. Sur les formations, on a nos formations, on va dire, alors j'aime pas ce terme-là, mais tant pis, mais catalogue, c'est-à-dire les formations qu'on preste aujourd'hui. Les formations, il faut qu'on se pose tous une question en disant, bah oui, en quoi le métier est impacté
par les transitions pour effectivement derrière se dire comment moi je transfère ces impacts-là dans les formations. Et ça, c'est pareil. Alors, c'est un travail gigantesque, hein, parce que comme ça, à dire en 2 minutes, c'est super facile. Après, au quotidien, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Je vous donne qu'un exemple pour illustrer ça qu'on a fait avec Thibaut Douai, ici présent. On a, dans le cadre du PRF, une formation qui s'appelle Créer, reprendre et gérer une entreprise. Donc, à destination des demandeurs d'emploi qui, demain, deviennent des chefs d'entreprise. Il nous a apparu extrêmement intéressant, quand on en a échangé, de dire on a une vraie responsabilité, nous, organismes de formation, de former nos futurs entrepreneurs aux enjeux climatiques et aux conditions environnementales, à les sensibiliser aux conditions réglementaires. Du coup, là, on est en test, en expérimentation sur une session pour se dire, ben voilà, on a créé un programme, donc on reprend les bases classiques, sauf qu'on les teinte business model, transition écologique, etc. On a tout teinté et on va regarder effectivement derrière ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est à déployer effectivement ensuite sur l'ensemble des formations. On a, en tant qu'organisme de formation, je crois, une vraie responsabilité d'exemplarité. Parce qu'on ne peut pas dire on forme des individus, donc on ne peut pas dire on forme, mais nous, par contre, organisme, on ne fait pas. Donc ça veut dire que pour arriver à verdir nos structures, à verdir nos formations, il faut que nous, déjà, on en soit convaincus, dirigeants et patrons d'organismes de formation. Et derrière, il faut très clairement qu'on arrive à embarquer nos collaborateurs. On a mis en place, on a énormément de demandes au niveau des entreprises à la CCI sur cette thématique-là. Et il ne se passe pas une journée sans que j'ai la question, mais comment je sensibilise mes collaborateurs, que ce soit de la part d'entreprises privées, publiques ou autres, c'est comment je fais pour sensibiliser. Et là, effectivement, notre point sur les organismes de formation, on doit former l'ensemble de nos collaborateurs. Ça veut dire l'ensemble de nos administratifs, les pools administratifs, je le fais en schéma assez simple, et puis de l'autre côté, l'ensemble de nos formateurs. Donc, si j'ai une préco, c'est vraiment faites-en un vrai projet sur votre organisme de formation. Il y a un outil, mais il y en a plein d'autres, qui est plutôt intéressant pour avoir une vraie prise de conscience, quelque chose qui fait waouh quand même, c'est la fresque du climat. La fresque du climat, c'est une demi-journée, mais c'est un bon point de départ si vous voulez lancer ou appuyer une démarche que vous avez déjà lancée. Et derrière, bien évidemment, le point le plus important, ces sujets-là ne sont pas des sujets qu'on ordonne, mais c'est bien des sujets sur lesquels on travaille collectivement et on travaille différemment que ce qu'on fait habituellement dans une entreprise. Donc on met en place des groupes de travail et là on voit que très vite, l'ensemble des salariés s'approprient des actions à court terme, moyen terme, long terme. Si je le dis autrement, court terme, ça ne coûte rien, moyen terme un peu, long terme beaucoup. Dans le long terme et dans ce qui va nous coûter extrêmement cher, c'est ce qu'on va devoir mettre en place dans les bâtiments pour respecter le décret tertiaire. Par contre, avant, ce ne sont que des éco-gestes. C'est-à-dire que c'est comment je fais pour être sensible à éteindre la lumière, à faire du tri sélectif, etc. C'est un b.a.-ba, ça peut paraître extrêmement évident, sauf que ça, il faut le faire avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et une fois effectivement qu'on met cette dynamique-là en place sur l'ensemble des sujets et sur son propre organisme, de fait, vous allez embarquer et n'oublions pas, ça sera véritablement une vraie arme concurrentielle. Et puis, comme tout à l'heure l'a dit le directeur de la DRETS, Monsieur Drolet, on a effectivement un atout énorme sur cette région, c'est qu'on a plein de beaux projets, les gigas, etc. Et tous ces projets-là qui sont nouveaux, qui vont demander des nouvelles formations, on peut tout de suite les teinter très vite sur les enjeux environnementaux, puisque de toute façon, ils s'y inscrivent. Et puis, en y mettant aussi tout ce qui est attente nouvelle de la part des salariés et puis tout ce qui est nouvelle technologie. On a juste de l'IA, on a du chat GPT, on a plein de choses comme ça qui arrivent et on a une superbe opportunité pour mettre tout ça en place. Alors c'est vrai que c'est un énorme travail, c'est très très lourd. Par contre, je pense qu'on a une opportunité en tant qu'organisme de formation qui est absolument fabuleuse pour arriver à embarquer tout le monde. Alors, je vais me faire un peu provocatrice. Mais faites donc. Tout, je suis là pour ça aussi. Puis on se connaît assez maintenant. Est-ce que c'est pas un peu du greenwashing, tout ça? Non, parce on le verra tout à l'heure, je pense, avec Nicolas Dumont sur le canal Seine-Nord, c'est des obligations. Quand on regarde sur l'ensemble des appels d'offres, sur le respect, sur les attentes des salariés, quand on regarde les attentes des jeunes, il y a une vraie obligation d'eux. Et c'est vrai qu'après, il faut pas, on a beau dire, on peut être anti-GIEC,
On peut dire non, c'est des bêtises. Bon, on a quand même quelques exemples au mois de juillet là, qui étaient un tout petit peu chauds. Le début septembre qui n'a pas été mieux. Là, j'entendais en arrivant, on parle des nappes phréatiques. Non, il y a un vrai sujet. Et notre responsabilité, je pense qu'elle est très forte en tant qu'organisme de formation. Je crois effectivement ça va être un passage obligé Me de toute façon, a priori. Voilà, il faudra bien y passer. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est tous concernés. Ah, c'est tous concernés, et puis avec nous en vraie force, c'est-à-dire qu'on se doit être exemplaire, on ne peut pas donner des conseils, accompagner et ne pas faire. Et ça, c'est un point qui me semble important. Et après, il faut toujours être moteur, et je pense que, sincèrement, et on le voit déjà, les entreprises qui s'y mettent, elles gagnent de toute façon au départ de marché. Là, je fais du Frédéric Motte, mais j'en suis plus que convaincue. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle ou des questions. Allez-y. Alors, attendez, on va vous donner un micro parce que je pense que, voilà, pour les personnes qui sont à distance, sinon ils ne vous entendent pas. Allez-y. Bonjour à tous. Aude Gérard de la région, la direction REF3 de la région. C'est pour compléter votre propos, Madame Urny. On met à votre disposition sur le site ref3.fr un référentiel entreprise qui va vous aider justement à vous engager dans la transition énergétique et écologique. Voilà, tout simplement. Merci. Tout à fait. Et puis vous êtes intervenu dans le cadre de webinaires, dans le cadre de podcasts aussi. Et il y a tout ça sur le site du C2RP. Donc voilà, si vous voulez vous pencher sur la question, il y a beaucoup de ressources sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que d'après vous, c'est un élément de choix pour les stagiaires que vous accueillez ? Est-ce que vous ressentez, comme ça a pu être dit, cette attente de la part des stagiaires ? Une intervention là-bas au fond. Bonjour à tous, Florence Roussel, FRH Conseil. Nous faisons du bilan de compétences sur la métropole lilloise et je vous confirme que c'est une vraie tendance des salariés. Encore hier, je finalise une synthèse avec un projet de Green IT qui commence à aussi émerger dans les entreprises. Merci pour votre témoignage. Et une autre réaction là, ici devant. Laurent Van Bulen, donc je représente l'école de conduite française, ECF Pro, centre de formation transport. Et donc dans notre démarche aujourd'hui, les stagiaires sont intéressés par tout ce qui est lié à l'éco-conduite dans leur déplacement du quotidien. Il faut savoir qu'on a constaté que c'est de plus en plus difficile pour certains stagiaires de venir en présentiel dans les centres de formation. On constate de moins en moins de mobilité, c'est normal avec un gasoil à 2 €. Et on a sensibilisé, parce que pour nous, c'est en tant que centre de formation transport et conduite d'engin, on a forcément formé dans un premier temps l'ensemble de notre personnel. Et on a eu un accueil plutôt chaleureux de leur part sur l'éco-conduite, d'abord en véhicule léger, mais également en véhicule groupe lourd. Et on constate à la fois des gains écologiques et des gains économiques, parce que forcément, ces comportements vertueux au quotidien, ça impacte toute la chaîne de l'entreprise. Donc oui, je sens qu'il y a un véritable enjeu derrière et on est de plus en plus sollicité par les entreprises sur des solutions ou des sensibilisations, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est lié à l'éco-conduite, c'est également donc, un changement de comportement aussi au quotidien, et ça fait écho au PRST4, donc au plan sécurité santé travail, qui a mis en place tout un élément de prévention autour de la conduite préventive, et l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Merci beaucoup. Encore un témoignage là. Oui, une question. Plutôt un témoignage. Bon. Voilà, Marcel Simil, bonjour à tous. Marcel Simil, OGS France Solutions. Alors, dans notre activité de formation de prestataires dans les services à la personne, prestataires indépendants dans les services à la personne, on commence à travailler avec les associations de mobilité douce, donc de telle façon à ce que demain, je dirais, nos prestataires, plutôt que d'utiliser la voiture, puissent utiliser par exemple des vélos cargo, etc. Et Dieu sait qu'il y a en fait une synergie à trouver entre des associations de mobilité douce qui sont souvent en fait dans des parcours d'inclusion d'un certain nombre de personnes et je dirais notre organisme de formation, de telle façon à ce que demain, je dirais quelque part, le fait d'utiliser ces outils de mobilité douce permettent également de réduire en fait l'impact environnemental et d'améliorer leurs revenus. Voilà. Effectivement.
Belle initiative, merci beaucoup. Madame Coquerel, vous êtes à l'AFPA de France, directrice adjointe, directrice de l'ingénierie et de l'innovation. Alors effectivement, on a dit qu'on était tous concernés, mais on sait bien aussi qu'il y a des nouvelles filières qui se mettent en place, qu'il y a de nouveaux besoins. Et vous intervenez effectivement dans le cadre des incubateurs de l'AFPA. Et je crois que vous avez de belles choses à nous raconter. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis effectivement en charge de l'ingénierie pour l'AFPA des Hauts-de-France. Alors, j'interviens aujourd'hui au nom de l'AFPA, mais pas en tant qu'organisme de formation, mais en tant qu'agence du ministère du Travail, pour vous parler effectivement des incubateurs. Alors, on parle des évolutions des métiers, et effectivement, dans le cadre de nos missions nationales de service public, la DGEFP donc, nous confie en fait des projets d'accompagnement des filières d'avenir et du développement des métiers, et aussi d'accompagnement à la formation des nouvelles compétences et des compétences de demain. Donc, à travers ces missions qui nous sont confiées, on a plusieurs outils. Un premier autour de phases de prospective, donc de recherche et développement, qui consiste finalement à interviewer les acteurs d'un secteur pour finalement étudier les besoins en formation et éventuellement aller jusqu'à une phase de création d'un incubateur. Alors, un incubateur, c'est un terme un peu générique utilisé pour beaucoup de sujets depuis quelques années. Donc, l'incubateur vu par le ministère du Travail, c'est finalement une formation expérimentale qui va se mettre en place à la suite de cette phase d'analyse, d'enquête, d'interview, qui va finalement tester une nouvelle formation. Donc, on va faire une analyse des besoins, créer un référentiel emploi, créer un synoptique de formation, des évaluations, et tout ça suite au travail d'interview des entreprises, des partenaires, mais aussi des prescripteurs. Et l'objectif de cet incubateur, c'est finalement d'aller chercher des demandeurs d'emploi, principalement, même si le reste du public est bien évidemment accepté sur cette phase incubateur, mais prioritairement des demandeurs d'emploi ou des personnes en situation de reconversion, de les mettre en place donc sur cette formation expérimentale et venir dans cette phase qui dure en général 2 ou 3 ans, mais sous réserve de la durée de la formation, nous aider avec les entreprises partenaires, les prescripteurs et l'ensemble des réseaux, venir ajuster cette formation dans sa durée, dans son contenu, dans ses objectifs pédagogiques, avec ses phases d'aller-retour, de période d'application entreprise, de formation en centre et en plateau technique. Bien évidemment, on en profite pour ajuster le plateau technique ou créer un nouveau plateau technique qui correspond au sujet et aux besoins des entreprises de demain. Et à l'issue de cette phase incubateur, il est possible qu'on aille vers la création d'une nouvelle certification pour le ministère. Mais on peut aussi, et c'est souvent le cas, se retrouver finalement dans une phase d'ajustement d'une certification existante. Alors, je vous parle principalement des titres professionnels du ministère, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai quelques exemples à vous donner. Effectivement, on travaille aujourd'hui sur plusieurs incubateurs autour de l'hydrogène, donc sur la production et la maintenance d'hydrogène sur le territoire de Dunkerque, ce qui va concerner effectivement dans les prochaines années de nombreux emplois, mais aussi sur l'hydrogène sur les véhicules lourds, donc les véhicules industriels. Et nous avons l'occasion de travailler aussi sur une autre partie du territoire là-dessus. Et puis, bien évidemment, on a déjà terminé d'autres incubateurs, puisque ce programme est en place et nous est confié depuis 2016 par le ministère du Travail. Nous avons déjà réalisé un incubateur autour du recyclage des batteries embarquées, qui s'est fait sur Hasbrook et qui a donné lieu à 2 certifications qui finalement, et c'est un peu l'objet de notre échange aujourd'hui, ces certifications sont déjà en train d'évoluer, puisque les besoins de la filière ont déjà changé. Donc voilà, on y travaille avec des révisions anticipées des titres pour effectivement s'assurer que les certifications professionnelles soient en phase avec les besoins des entreprises. Alors des fois, on est tellement en amont qu'il faut aussi accompagner les entreprises finalement dans l'identification de la compétence qui sera nécessaire demain. Je vous donne d'autres exemples. On travaille sur la transition énergétique. On travaille beaucoup sur la fabrication additive, qui a donné lieu aussi à un incubateur,
Alors là, on était plutôt sur de la partie industrielle, mais on s'interroge aussi sur finalement de la fabrication 3D autour du béton, de la rénovation énergétique des bâtiments avec des apports plutôt massifs, hein, donc ce qui a donné lieu aussi à des études autour de la construction hors site. Voilà, donc un certain nombre d'exemples qui permettent en fait, qui est un outil du ministère et qui permet à l'ensemble des acteurs que nous sommes d'accompagner les filières, les entreprises, les partenaires. Et puis du coup, si je reviens sur ce qui nous concerne tous, qui est le bénéficiaire, c'est aussi notre devoir finalement d'entreprises et de partenaires d'aller accompagner, faire découvrir aux demandeurs d'emploi et plus largement aux actifs les métiers de demain. Et voilà, donc ça passe aussi, pour peut-être faire le lien avec ce que disait Laurence, par l'acculturation de notre propre personnel. Et si je prends le sujet des batteries aujourd'hui, forcément pour identifier des demandeurs d'emploi qui vont entrer dans ces phases incubateurs ou dans des phases de formation demain, eh bien, il faut encore que j'acculture mon personnel qui est en charge de réaliser les positionnements des demandeurs d'emploi et de faire l'ensemble du travail d'acculturation interne. Et puis j'ai envie de dire que ça s'inscrit dans la politique RSE de l'ensemble des entreprises et des structures que nous représentons aujourd'hui. Voilà. Alors souvent, lorsqu'on parle de nouveaux titres, nouvelles compétences, il faut effectivement interroger l'entreprise. Il y a un travail qui prend quand même pas mal de temps. On est sur un processus de combien de temps? Est-ce que c'est réalisable tout de suite? Puisque Bruno Drolet a bien parlé du Dunkerquois, on en a aussi beaucoup parlé ce matin lors d'un bureau du CREFOP. Il y a urgence en quelque sorte. Alors comment on peut répondre comme ça aux besoins des entreprises vite? Alors, l'objectif, c'est effectivement de déceler ce besoin le plus vite possible. Hein. Donc, si je prends l'incubateur batterie, en fait, ça a donné lieu à une certification il y a déjà plus de 2 ans. Si je prends l'hydrogène, l'analyse, donc cette phase de R&D a également été réalisée il y a plusieurs années pour en arriver aujourd'hui sur un incubateur. Et en fait, ça dépend de la durée de l'incubateur, mais globalement, on fait 3 tests de formation expérimentale avant effectivement d'en tirer des conclusions qui pourront être soit un ajustement de certification, soit la création d'un nouveau diplôme. Donc c'est complètement préconçu, on peut aller vite. On peut aller vite ou pas. En fait, ça dépend de ce qu'on rencontre. On s'adapte. Voilà, et ça dépend aussi beaucoup du retour des entreprises, parce que en fait, la DRETS, hein, qui organise les comités de lancement de ces incubateurs, s'assure avec nous qu'un maximum d'entreprises et de partenaires, voire d'organismes de formation, sont présents avec nous pour justement enrichir les débats et puis ajuster le synoptique de formation, les durées, et faire en sorte que ce soit le plus proche possible des besoins de l'entreprise de demain. C'est un peu la question que j'allais vous poser. C'est bien de mettre en place une formation. Il faut encore voir les publics pour les suivre. Et on sait qu'on est... C'est pas toujours facile d'avoir les publics, mais en plus sur de nouvelles compétences, nouveaux métiers, peut-être encore plus compliqué. Donc là, c'est tout le réseau d'acteurs que vous avez pu mettre autour de ce projet-là. Oui, systématiquement, hein, dans le cadre de ces réunions et de ces comités intermédiaires, les entreprises sont là, mais l'ensemble du réseau des prescripteurs nous accompagne aussi hein, sur ces travaux. Et puis, ça passe aussi par notre politique RSE, mais Laurence l'a cité, par aussi les marchés existants, dans les dispositifs d'accompagnement qui existent ou dans les marchés qui existent aujourd'hui pour les demandeurs d'emploi. Nous avons déjà ces modules, ces séances de travail, d'acculturation du public et qui permettent aussi de faire découvrir des nouveaux métiers. On travaille là sur un module distanciel pour aussi travailler sur la logique de problématiques de mobilité, mais des modules distanciels qui permettent un premier niveau d'acculturation aux métiers de demain et au verdissement des formations existantes. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Alors, je regarde Gwendoline pour savoir. Non, pour l'instant, ça va. Tout va bien. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bonjour. Je m'appelle Jacques Milsan. Je dirige un organisme de formation à Compiègne
Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette réunion à Arras, ça fait un peu moins loin que Lille. D'autant que nous, dans l'Oise, on se sent parfois un peu délaissés, loin de la capitale régionale. Donc, nous travaillons sur les savoirs de base, beaucoup, sur le français, langue étrangère. Donc, on aide des personnes non francophones à maîtriser le français. Puis on aide aussi des francophones natifs à rédiger, à savoir écrire le français sans faute d'orthographe. Alors, ces métiers que vous annoncez, qui semblent effectivement les métiers de demain, 2030, ils passent d'abord par la maîtrise de ces savoirs de base. Il se trouve que dans la région dans la région Hauts-de-France, nous sommes particulièrement touchés par les problèmes de maîtrise des savoirs de base. Le français, 2,5 millions de Français, alors pas dans les Hauts-de-France, mais au niveau national, ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. 13,5 millions de Français ne maîtrisent pas l'utilisation de l'informatique. 13,5 millions. Alors, je suis persuadé qu'ici, nous avons tous des smartphones, des ordinateurs sur nos bureaux, des adresses mail, etc. Ça ne représente pas la majorité, ou en tout cas, une partie importante des Français, y compris dans les Hauts-de-France, sont concernés par ces problèmes. Alors, je trouve ça particulièrement intéressant d'amener des nouveaux sujets, des nouvelles certifications. Mais comment y arriver si le public n'a pas les savoirs de base qui lui permettent d'accéder à ces certifications? Voilà. Merci. C'est peut-être une question d'ailleurs à toutes les deux. Est-ce qu'effectivement, ces nouveaux métiers, je traduis votre question peut-être autrement et peut-être plus directement, est-ce que c'est une élite, entre guillemets, qui pourra y avoir accès, ou est-ce qu'effectivement on est sur des compétences plus larges, mais est-ce que la maîtrise des savoirs de base est un prérequis de toute façon auquel on ne peut échapper? Alors oui, forcément, et puis l'objectif, c'est bien de travailler en partenariat. Donc à partir du moment où vous et l'ensemble des structures que vous représentez faites partie aussi de ces projets, il y a cette phase de préparation du public. Les prérequis sont également des éléments qui sont travaillés, vous doutez bien, dans ces phases incubateurs. Et non, l'incubateur n'est pas réservé à une partie des demandeurs d'emploi. Il est accessible à l'ensemble des demandeurs d'emploi à partir du moment où ils sont prêts. Et la force du dispositif, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires que nous sommes pour mettre ces demandeurs d'emploi intéressés, qui ont été préparés en amont, sur ces métiers. On a eu un des premiers incubateurs sur Compiègne, d'ailleurs, autour de la chimie verte. Et en fait, l'incubateur ne concernait pas une évolution des compétences techniques. L'incubateur a permis en fait l'intégration des compétences comportementales dans le titre professionnel. Et donc, voilà, sans les structures partenaires, sur cet incubateur en 2017, on n'aurait pas pu avancer. Donc je reste disponible si vous souhaitez participer avec nous sur ces phases incubateurs. Juste, pas pour compléter, parce qu'Estelle a tout dit, mais je pense qu'effectivement, c'est de plus en plus le collectif. Et ce qui marchera, c'est d'unir effectivement nos forces. Et là, c'est de faire des liens entre nos différentes compétences qui sont toutes complémentaires, différentes, mais toutes complémentaires. Et on y arrivera dès lors qu'on arrivera à faire le bon chaînage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions ? Pas à ce stade, peut-être tout à l'heure. Monsieur Nicolas Dumont, on a laissé les femmes parler d'abord. Voilà. Bon, ça c'est. Voilà. Bah oui, quand même. On est solidaires entre nous. Que voulez-vous ? Vous êtes directeur de développement économique Grand Chantier à la Société du Canal Seine-Nord. Je pense qu'on a tous entendu parler du canal Seine-Nord, ça fait des années. On a tous eu des projections en termes d'emploi et de potentialité de création d'emplois. Ça se concrétise, ça y est, c'est lancé. En termes de connaissances, c'est l'avantage des grands projets dans notre pays, c'est que ça dure un certain temps avant le démarrage effectif des travaux. Et effectivement, on est passé d'un projet à un chantier qui a démarré depuis 2021 et qui a démarré notamment
au sud de son tracé, c'est-à-dire dans la région de Compiègne, par un premier chantier un petit peu emblématique qui s'appelle le ressindement de l'Oise, où en fait on va déplacer l'Oise naturelle sur à peu près 4 km, on va la recréer, la reméandrer, venir s'installer en lieu et place et constituer ainsi l'amorce du canal Seine-Nord-Europe. Donc vous voyez, c'est ce chaînon manquant dans le réseau Seine-Escaut, c'est-à-dire tout le réseau de la vallée de la Seine et tout le réseau de nos voisins du Nord, de réseau à grand gabarit entre Compiègne et Aubin-Chalaubac, c'est-à-dire entre Compiègne et Cambrai pour faire simple. Et tout ça nécessitant effectivement la réalisation, au-delà des 107 km de canal, de toute une série d'ouvrages pour les rétablissements des communications, des ponts routiers et ferroviaires, des ponts canaux, 3, 2 au-dessus d'autoroutes, autoroute A29, autoroute A26, plus un qui sera le plus grand pont canal du monde, puisqu'il fera 1330 mètres de long au-dessus de la vallée de la Somme. Des écluses qui nécessitent là aussi de dernière génération, qui nécessitent beaucoup de compétences et de main-d'œuvre pour pouvoir les réaliser. Et puis également des métiers, ça fait lien avec ce qui était évoqué tout à l'heure, sur les aménagements environnementaux, puisqu'il y aura plus de 1100 hectares d'aménagement et de compensation qui seront réalisés tout au long de ce tracé de 207 km. Donc, 1, ça a démarré. 2, on a aujourd'hui des besoins qui vont monter très fortement. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, en 2025, l'ensemble du tracé sera en chantier et que donc la courbe des besoins de main-d'œuvre, qui est estimée aujourd'hui à 6 000 pour la construction uniquement de l'infrastructure, à 6 000 emplois directs, auxquels il faudra ajouter les emplois nécessaires à la réalisation des 4 ports intérieurs qui sont portés par un syndicat mixte, notamment avec le conseil régional et les communautés de communes et d'agglomération, à Nesle, Péronne, Noyon et Marquion-Cambrai, à peu près 12 000 emplois indirects pour pouvoir accueillir ces compagnons sur le territoire en matière d'hébergement, de restauration, de services, de gardiennage, de nettoyage des locaux. Donc des besoins de main-d'œuvre qui vont s'accélérer très très fortement pour atteindre leur palier en 2026, donc c'est-à-dire demain matin, avec effectivement des outils qui ont été mis en place, notamment par la région et par l'État, mais avec l'ensemble des partenaires de ce qu'on appelle la démarche grand chantier, c'est-à-dire en gros comment on arrive à optimiser les retombées économiques et sociales du projet sur les territoires traversés. C'est présidé par le président de région et par le préfet de région. L'idée, c'est de mettre en place des dispositifs, dont un dédié à la formation pour pouvoir être au rendez-vous effectivement des besoins de cette infrastructure. Et donc dans Canal Formation, on a effectivement piloté par le conseil régional, mais également avec l'ensemble des partenaires qui participent à cet effort, besoin de cette mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pouvoir trouver les publics d'abord, et puis pour pouvoir satisfaire aux besoins du chantier, sachant qu'on ne part pas de zéro, mais on part déjà d'un déficit des entreprises régionales de travaux publics, puisque la FRTP, si je ne me trompe pas, on estime entre 3 000 et 3 500 emplois aujourd'hui vacants, nécessaires pour les entreprises de travaux publics des Hauts-de-France, auxquels il faudra ajouter 800 à 1 000 personnes par an à partir de 2025 pour le canal Seine-Europe, plus les grands projets du Douaisis, du Dunkerquois, du nucléaire. Donc vous voyez que la marche, elle est effectivement haute, elle va arriver vite et qu'on a besoin effectivement de la mobilisation de l'ensemble des organismes de formation et de tous les acteurs, notamment de l'insertion par l'activité économique, parce qu'on voit bien au regard des tensions qui existent aujourd'hui qu'il faut aller chercher des publics plus éloignés des métiers de la construction. Si on cherche aujourd'hui dans les fichiers des uns ou des autres de Pôle emploi, des agences de travail temporaire, des gens qui ont 70% des compétences en travaux publics, on cherchera encore en 2035. Le problème, c'est qu'on livre en 2030. Donc, c'est vraiment un enjeu, l'insertion par activité économique. Et puis, un autre enjeu, c'est la féminisation des métiers ETP. On est aujourd'hui, sur les chantiers à 1%. Alors, l'objectif de parité est lointain. Mais en tout cas, la progression sera de toute façon spectaculaire et permettrait d'atténuer les difficultés de recrutement pour les entreprises. On profite pour le redire, aucun métier n'est inaccessible dans les travaux publics aux femmes. C'est simplement un choix, une explication, une valorisation de l'attractivité de ces métiers. Oui, il y a des métiers pénibles,
Mais il y a des métiers pénibles dans la grande distribution, il y a des métiers pénibles dans le transport, il y a des métiers pénibles dans la logistique. Chaque métier a ses contraintes et ses enjeux de pénibilité. Donc on a aussi besoin de travailler spécifiquement ces deux sujets-là. Ça boucle avec ce que disait monsieur sur les savoirs de base, parce qu'évidemment, plus on va aller chercher des publics éloignés de l'emploi, plus on a besoin d'une offre de formation adaptée, c'est-à-dire des formations SAS, des formations effectivement au savoir de base, qui peuvent faire rentrer les bénéficiaires dans une logique et dans un véritable parcours, parce que si on rentre directement dans une formation qualifiante, malheureusement, on aura des taux d'échec qui seront très importants. Donc il y a vraiment besoin, effectivement, de travailler sur ces deux piliers, à la fois l'insertion par activité économique et puis l'attractivité des métiers, notamment en direction des femmes. Alors, la spécificité, c'est quand même qu'on est sur un chantier itinérant. Pas forcément facile de trouver l'offre de formation qui correspond. Alors, clairement, si on y rajoute les problématiques qui ont déjà été évoquées de mobilité, il est clair que les besoins, il faut qu'ils puissent être effectivement à proximité immédiate du chantier, ou en tout cas à des distances raisonnables. Donc ça veut dire que là aussi, dans la mobilisation de l'offre de formation, il y a besoin d'avoir des actions, entre guillemets, délocalisées, de proximité. Il y a aussi un certain nombre d'établissements qui peuvent accueillir les choses le long du tracé pour pouvoir effectivement le faire dans de bonnes conditions. Donc cette question de mobilité, évidemment, elle vient se rajouter, sachant qu'on a quand même des points qui sont des points de concentration des besoins de main-d'œuvre. C'est-à-dire que le terrassement linéaire, c'est quelque chose, par définition, qui va effectivement, qui peut bouger. En revanche, les ouvrages, notamment les 7 écluses, les ponts canaux, le pont canal de la Somme, les futurs ports intérieurs, c'est là, autour de ces endroits-là, que les besoins se feront le plus fort en matière de main-d'œuvre. Donc on peut déjà identifier le long du tracé les 7 écluses, les ports intérieurs, les ponts canaux comme points sur lesquels il faudra avoir une offre de formation à proximité pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Alors, si on raisonne en termes de volume, 6 000 emplois directs pour la construction du canal. On travaille aujourd'hui sur une hypothèse que nous serons amenés à pouvoir confirmer, à mon avis, d'ici la fin de l'année avec l'attribution du marché de la première écluse. On travaille sur une hypothèse où les entreprises qui seront attributaires des marchés publics, puisque nous lançons des marchés publics, possèdent la moitié du personnel et on recrute la moitié sur le territoire. C'est pour ça qu'on arrive, 6 000 emplois, 3 000 recrutements locaux. La réalité du marché aujourd'hui peut laisser à penser que des besoins supplémentaires seront à l'œuvre. Hein. Donc aujourd'hui, on raisonne sur 3 000 sur une hypothèse 50-50. On a aussi travaillé sur des hypothèses 1 tiers, 2 tiers, dans les deux sens, qui permettront effectivement de moduler les choses. Mais en tout cas, vous voyez bien quel est l'enjeu en termes de besoin de main-d'œuvre dans les 2 ans à venir. En besoin de main-d'œuvre qui ont été très documentés. Hein. Il y a énormément de choses disponibles. Vous êtes descendu jusqu'au métier très précisément. Voilà, il y a eu des études très précises qui ont été faites et on retrouve tout à disponibilité sur l'identification de ces besoins de main-d'œuvre. Alors, on a effectivement, avec Pôle emploi, avec au titre du dispositif Canal Emploi de la démarche Grand Chantier et en lien avec la Fédération régionale des travaux publics, identifié 29 métiers prioritaires qui sont accessibles via un kit des compétences attendues qui est disponible en ligne, qui est disponible en papier dans les différents événements emploi formation et qui permet à la fois d'identifier les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs de base, ce qui serait un plus en termes de qualification, qui permet aussi d'accéder à des vidéos métiers par rapport à ce que propose la FNTP, la FRTP, etc., pour voir effectivement ce que c'est en situation. Parce que, comme tous les métiers, la représentation des métiers des TP, elle est effectivement parfois un petit peu surannée. Et quand on parlait tout à l'heure de développement durable d'enjeux environnementaux, c'est évidemment un secteur, et on a la chance d'avoir le seul centre de formation public au métier des travaux publics qui est dans la région, qui est à Bruay-la-Bussière. Les enjeux de transition énergétique sont des enjeux au cœur des préoccupations des entreprises des TP. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que quand on parle de travaux publics, on a la chance, dans notre pays, d'avoir des leaders français, européens, mondiaux, que ce soit en matière de terrassement, les 23 entreprises
qui composent le syndicat professionnel des terrassiers de France, mais également dans la construction, avec tous les grands noms que vous pouvez connaître, auxquels on peut rajouter aussi des grosses PME régionales qui sont, elles, tout à fait aussi en pointe sur ces sujets de développement durable. Merci beaucoup. Est-ce que vous trouvez effectivement l'offre de formation que vous attendez? Ou est-ce que c'est compliqué d'identifier les organismes, les formations disponibles? C'est plutôt les entreprises qui devraient répondre à cette question pour l'accès aux formations. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, alors de manière directe ou indirecte, il y a, je crois, je parle sous l'autorité du directeur régional de la formation, mais 82 ou 84 formations qui mènent plus ou moins directement au métier du canal. Et évidemment, avec ce cœur de métier de 29. Donc on a des organismes qui ont fait effectivement ces efforts d'adaptation aux différents métiers. Donc la question n'est pas tellement l'offre de formation. La question, je vois qu'il y a des organismes dans la salle, évidemment, un peu spécialisés. La question, c'est remplir les formations. Et donc c'est là qu'on va toucher les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, d'image des métiers, donc d'attractivité. On va toucher la problématique de mobilité. Entre guillemets, pour l'accès à l'emploi, on a beaucoup moins cette problématique parce que les entreprises, on regarde des difficultés à recruter, à conserver leurs salariés, elles reprennent ce qu'elles faisaient il y a 25 ans, c'est-à-dire qu'elles font le ramassage de leurs salariés. En revanche, pour la formation, il n'y a pas forcément une bonne connaissance des bénéficiaires des différentes solutions qui existent, parce qu'il y a des solutions qui existent, la région en déploie, les associations de mobilité douce, les associations de mobilité sur les territoires aussi, certains EPCI le font. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le sourcing des candidats pour remplir les formations que l'offre de formation qui poserait difficulté. En l'occurrence, on a ce qu'il faut, on a les organismes qui savent le faire. Ce qu'il faut simplement, c'est voilà, élargir le vivier, l'élargir à des personnes plus éloignées, l'élargir aux femmes pour pouvoir effectivement répondre dans de bonnes conditions aux besoins. Merci beaucoup. On a compris qu'on pouvait s'investir dans les métiers du bâtiment. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de problématiques de levée de charge ou de poids de charge, puisqu'il y a effectivement dans la conduite d'engins, elles font ça aussi bien. La première valeur de la Société du Canal, et qui est partagée, on a signé une convention avec la Fédération régionale des travaux publics d'ailleurs en ce sens, c'est la sécurité. On travaille avec la région sur ces logiques effectivement de prévention et de sécurité. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre sa part. C'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, celui qui passe la commande, les entreprises, nos maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un problème global pour pouvoir faire que les choses se passent dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que les progrès techniques ont permis aujourd'hui de sécuriser considérablement les choses. Il reste des métiers difficiles, physiques, bien sûr, mais encore une fois, aucun métier n'est inaccessible à personne.